Dans cette vidéo, je vous propose un PC pour un budget qu'on n'a encore jamais vu sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va monter et tester un PC gaming pour un budget de 1300 €. Bonjour à tous amis, c'est Matt et bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue la série des montages de PC. L'idée c'est donc de pouvoir faire un PC sur mesure avec différents critères que je vais vous exposer. On s'occupera du montage comme d'habitude et j'aimerais également faire un petit peu évoluer le format de cette série de vidéos en vous proposant toute une partie de test en conditions réelles à la fin de cette vidéo. Alors installez-vous confortablement, on va regarder tout ça ensemble. Bien entendu, comme d'habitude, si vous souhaitez acquérir un PC gaming, je ne vous recommanderai jamais assez d'opter pour un PC sur mesure. Et ça tombe bien puisque je vous propose de monter votre propre PC sur mesure avec Deltatech. Deltatech, si vous suivez un petit peu la chaîne, c'est l'entreprise que j'ai conçue qui vous permet de vous accompagner de A à Z dans l'élaboration de votre PC sur mesure qui correspondront parfaitement à vos besoins tant par vos exigences que votre budget. Et donc si vous avez besoin d'un nouveau PC, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien dans la description. Et qui dit montage de PC sur mesure dit forcément critères et exigences particulières. On est sur un PC qui se veut de faire tourner la plupart des jeux d'aujourd'hui dans une qualité plus que raisonnable, donc on vise le élevé ou ultra pour une résolution en 1080p. On va occulter pas mal de petites fonctionnalités facultatives pour se concentrer vraiment sur l'essentiel, même si vous allez voir qu'on a quand même certaines petites fonctionnalités un petit peu gadget qui n'apportent pas une augmentation significative sur la note finale, mais qui peuvent être assez intéressantes, vous allez voir. Sinon, à part une durabilité dans le temps accrue et un design assez intéressant, on n'a pas d'autres gros critères. Alors commençons dès à présent par vous présenter la carte mère. Voici une Asus TUF B660, 650, c'est 650, faut pas dire des bêtises non plus. Asus TUF B650M+. Alors ici on est sur une carte mère qui est très qualitative de la division TUF de chez Asus et qui nous permet de se concentrer vraiment sur les performances. Donc on est sur une carte mère très sobre mais qui propose quand même des fonctionnalités vraiment intéressantes. On a un support de DDR5 pour la mémoire vive et donc avec une plage de fréquence assez grande, mais aussi et surtout on a quand même la disponibilité d'un slot M2 pour le stockage en PCI Express 5.0. Alors pour le coup on va pas utiliser du PCI Express 5.0 parce que c'est encore un petit peu cher, mais bon, si vous voulez upgrade votre configuration sur cette carte mère, il y a cette possibilité là. Bon, assez parlé de la carte mère, maintenant passons au processeur et au montage de ce dernier. Voici le AMD Ryzen 7 7700X. Ici on est sur un processeur qui a déjà quelques petites années, mais pour autant on est sur un processeur très stable et très performant, et c'est tout ce qu'on recherche. On a des performances dignes d'un Ryzen 7 tout en pouvant fonctionner au maximum de ses capacités. Grâce à cette carte mère, on a donc un combo vraiment très intéressant. Au niveau de la mémoire vive, on sera sur deux barrettes de 16 Go de la Corsair Vengeance RGB Pro en DDR5. Alors ici on sera sur des barrettes optimisées AMD pour avoir accès au profil XMP et on sera sur des barrettes cadencées à 6000 MHz. Alors c'est vrai que pour mes clients, au maximum j'utilise de la 6400 MHz parce que après c'est un petit peu trop cher et je vais pas en dessous de 5600 MHz. Les barrettes en dessous sont vraiment moins intéressantes en termes de rapport qualité-prix et je vise vraiment une certaine plage de fréquence assez intéressante et là on est pile dedans. 6000 MHz c'est parfait avec une petite latence. Côté stockage, vous avez l'habitude de le voir sur cette chaîne YouTube, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on utilise encore le Crucial P3+. C'est pour moi, je pense, en termes de rapport qualité-prix, le meilleur SSD que vous pouvez trouver. Mais si vous avez 20 ou 30 € à allouer en plus dans votre stockage, je peux vous proposer le Crucial P310 qui vient tout juste de sortir et qui est un petit peu plus intéressant que le Crucial P3+. Je pense que c'est son digne successeur et si vous voulez taper dans des gammes un petit peu plus hautes, vous avez également le Crucial T500 qu'on a déjà vu sur la chaîne. Voici la carte mère au complet avec tout ce qu'il y a besoin d'avoir dessus et on va pouvoir passer à la suite. Qui dit PC gaming dit bien entendu boîtier parce que c'est littéralement le châssis de nos composants, mais c'est aussi la façade de notre PC gaming. Et pour le coup ici, j'ai choisi un petit boîtier de chez Deepcool qui ressemble un petit peu au NZXT H5 Flow qu'on avait déjà monté sur cette chaîne YouTube. Il est un petit peu plus tassé, donc un petit peu moins haut, mais aussi et surtout on a deux ventilateurs à l'avant en 140 mm ainsi que un à l'arrière en 120 mm. L'avantage c'est donc qu'on aura un flux d'air qui va être vraiment optimal, surtout qu'avec des ventilateurs de 140 mm, ils feront moins de bruit pour un débit d'air plus important, donc on va vraiment maintenir tous nos composants au frais. Donc vous l'aurez compris, on ne va pas dans le superflu avec ce Deepcool CH360 Digital. Voilà, ça c'est la référence du boîtier. Et s'il y a le mot digital, c'est parce qu'il y a un petit gadget, pas piqué des hannetons, qui nous permet d'avoir des informations télémétriques grâce à un petit écran avec des afficheurs 7 segments, un écran donc digital. Alors, initialement, je voulais prendre la version du boîtier sans ce petit afficheur, mais mon fournisseur ne l'avait pas en stock. Du coup, je me suis orienté vers celui-ci, qui au final n'était même pas plus cher que le boîtier sans le petit afficheur. Alors pourquoi s'en priver? Bon, restons chez Deepcool en parlant du refroidissement processeur, un petit water cooling. Oui, même avec un budget de 1300 €,
€, on peut avoir un water cooling. Ici on est sur un Deepcool LD520 digital, à nouveau encore une fois avec cette mention digitale qui porte bien son nom. C'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Sur le Waterblock, on aura un petit écran digital avec donc la consommation du processeur, sa température ainsi que son utilisation. Là encore une fois, mon fournisseur n'avait pas la version sans le petit afficheur et au final pour à peu près le même prix, on aura un boîtier complètement tuning avec plein d'informations télémétriques dessus. C'est vraiment rigolo, d'autant que ça reste quand même assez sobre. On a déjà intégré la carte mère, il est maintenant temps de refroidir notre processeur en mettant le Waterblock directement dessus. Pour l'alimentation, je vous ai pas fait de plan parce que je me suis vraiment concentré sur le cable management étant donné que c'est une alimentation qui n'est pas modulaire. Forcément, à 1300 €, on fait quand même quelques compromis et là pour le coup, je voyais pas trop l'intérêt de mettre 100 voire 120 € dans une alimentation qui serait modulaire. Ici, c'est une petite Be Quiet System Power 10 en 650 watts. On a une certification 80+ bronze, donc on est sur une alimentation qui reste qualitative et on a quand même un savoir-faire de fabrication de chez Be Quiet qui sont vraiment très fiables et durables dans le temps. Finalement, passons aux composants qui déterminent si c'est un PC gaming ou un PC de bureautique, la carte graphique. Laissez-moi vous introduire la RX 7700 XT de chez Gigabyte. C'est un modèle qui en termes de rapport qualité-prix est vraiment très intéressante. Je vous la conseille d'ailleurs si vous avez besoin d'une petite carte graphique qui fait tourner des jeux en 1080p. C'est à peu près les performances d'une 4060 Ti tout en étant facilement 100 € moins cher en réalité. Cette carte graphique s'intègre parfaitement dans ce boîtier micro ATX. Bon, voici le rendu final de ce PC et honnêtement, je trouve que pour un PC pour 1300 €, on se retrouve avec quelque chose de plutôt design et esthétique avec des ventilateurs RGB sur tout le pourtour du PC tout en ayant des composants vraiment qualitatifs à l'intérieur. Et ça fait plaisir, mais ça donne quand même l'occasion de vouloir démontrer un petit peu tout ça. Bon et bien au final les amis, on arrive sur la partie la plus intéressante je pense au niveau de cette vidéo, le test en conditions réelles. Alors je vous ai proposé une petite batterie de test, tant par des jeux vidéo, mais également par des logiciels pour tester un petit peu la stabilité, mais également les performances un petit peu plus brutes de cette configuration. Commençons par les logiciels et je vais vous parler de 3D Mark. C'est un logiciel qui est très connu dans le monde du benchmark, donc on a pas mal de points de comparaison. C'est vraiment pour faire une première petite appréciation de nos performances. Bon, au niveau du score cumulé, on est sur plus de 16 000 de score. Ça nous prouve qu'on peut vraiment faire tourner tous les jeux qu'on veut dans une qualité plus que raisonnable, donc en 1080p et potentiellement viser la 1440p qui est complètement possible avec cette carte graphique, même si on aurait pu faire un parallèle avec la 7800 XT, mais ça j'en reparle un petit peu plus dans la conclusion. On a une certaine proximité, une certaine harmonie au niveau de nos scores GPU et nos scores CPU qui nous permet de montrer qu'on évite tout ce qui va être problème de bottleneck ou ce genre de choses. Le deuxième logiciel c'est un OCCT, un stress test qui va nous permettre de faire fonctionner tous les composants au maximum de leur capacité. Autrement dit, on va envoyer toute l'alimentation dans ces composants et voir si on a quand même des données stables au niveau de la température et au niveau des fréquences de fonctionnement. Et c'est aussi pour voir si on a du thermal throttling, donc le fait de réduire les fréquences pour réduire la température. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. On veut garder nos performances le plus longtemps possible et de façon la plus stable possible. Et là, comme vous pouvez le constater, on est sur des températures qui sont vraiment très intéressantes. Au niveau du processeur, on sera sur un 84 degrés, ce qui peut paraître élevé, mais ce qui en réalité ne l'est pas forcément. On va quand même au-dessus de notre TDP par défaut qui est de 105 watts pour ce processeur. Là, on est à 145 watts. C'est plutôt positif. Ça montre qu'on a quand même une carte mère qui nous propose des étages d'alimentation suffisants. Côté GPU maintenant, on a bien entendu testé en même temps que ça la 7700 XT. Et déjà qu'on n'avait pas de bottleneck, et bah là, on a quand même pas mal de grosses surprises, notamment au niveau de la température. Je vous le rappelle, on est sur un modèle 3 ventilateurs, mais là, pour le coup, on est sur un total de 56 degrés. C'est un congèle le truc. Je vous rappelle qu'elle tourne à 100% de ses capacités, enfin 99% visiblement là. Là, on lui envoie quand même 280 watts dans la tronche. Donc là, encore une fois, on est au-dessus du TDP prévu par le constructeur. Je pense que c'est surtout par rapport au fait que ce soit une version overclockée d'usine. Au niveau de l'OCCT, tout est stable, tout est parfaitement équilibré et ça nous fait vraiment plaisir. Alors Forza Horizon 5, j'y suis pas allé par 4 chemins, j'ai tout mis au max, donc tous les paramètres en extrême. J'ai désactivé la technologie d'upscaling d'AMD, donc le FSR, et quelle n'a pas été ma surprise pour qu'on se retrouve entre 77 FPS et 82-83 FPS de moyenne. Que j'ai pas réfléchi en fait en mettant les paramètres, j'ai quand même mis le ray tracing en extrême. Je me suis quand même rappelé que AMD n'était pas réputé pour faire tourner du ray tracing correctement et de façon optimale, ce qui fait que du coup en le désactivant, on monte drastiquement les performances et pour le coup, en ayant refait un petit benchmark, on s'approche bien plus des 125 FPS. Alors bien entendu, là on désactive le ray tracing, c'est une technologie que je vous recommande pas forcément. Réellement, ça reste assez succinct, c'est une technologie qui consomme beaucoup de performance pour un gain vraiment très minime. Forza Horizon 5 tourne magnifiquement bien, sans drop de FPS et ça fait plaisir. Continuons avec Red Dead Redemption 2 et ça pour le coup c'est un jeu que j'aime beaucoup tester et pour le coup j'ai lancé directement le mode benchmark aussi. Alors là au niveau des paramètres graphiques on est parfaitement en ultra, j'ai activé un petit FSR en qualité pour essayer de gratter un petit peu de FPS sans trop perdre en qualité et voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau du benchmark on arrive à un résultat qui est très satisfaisant, on tourne aux alentours des 130 FPS de moyenne. C'est plutôt positif parce qu'on a quand même beaucoup de frames qui sont prévus pour justement faire
faire laguer le maximum possible et pour en mettre un petit peu plein la vue. Bon, et on va arriver petit à petit à la conclusion de ce PC. Alors, juste avant de passer à cette conclusion, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez qu'on teste un peu plus de jeux, qu'on teste d'autres logiciels et qu'on approfondisse un petit peu tout ça pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu plus en conditions réelles. Niveau conclusion, eh ben on n'est pas surpris en réalité. Avec 1300 €, on arrive à avoir un PC, une configuration qui nous fait littéralement tout tourner en ultra à plus de 100 FPS en 1080p. C'est plaisant de voir qu'une config à 1300 €, aussi modeste soit-elle, pourrait être vraiment intéressant. Alors par contre, je voudrais revenir justement sur ce fait de pas mal de commentaires que j'ai reçus sous mon petit short, donc ce short là, hein. Je l'ai posté avant de tourner la fin de cette vidéo, donc ce que je suis en train de tourner maintenant. Hein. Premièrement, beaucoup de personnes m'ont dit que ça pouvait être intéressant de passer sur la 7800 XT par rapport à la 7700 XT. Alors déjà, niveau différence de prix, je pense que c'est pas si pertinent que ça de passer sur la 7800 XT. On augmente le budget donc de 100 € pour passer sur une carte graphique qui va faire pas beaucoup plus de performance, même si elle est quand même plus optimisée en 1440p, sauf que là, la volonté c'était quand même de rester en 1080. Les cartes sont assez similaires et la 7700 XT reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs rapports qualité-prix si vous voulez une carte graphique à bas budget qui vous fait tourner littéralement tout. Mais ce n'est pas tout. Pour approfondir un petit peu le sujet, regardons comment on aurait pu intégrer la 7800 XT, ce qui nous force à avoir deux possibilités, deux choix qui s'offrent à nous. Le premier, au lieu d'avoir une config à 1300, on l'a à 1400, ce qui en soi n'est pas si déconnant que ça, hein. Pour le coup, à 1400 €, avoir la 7800 XT, ça peut être intéressant. Si on reste sur le budget de 1300 €, parce que j'ai eu aussi beaucoup de commentaires qui me disaient qu'ils auraient pu faire mieux, etc., etc., on pourrait baisser la qualité de certains composants pour intégrer les 100 € de plus de notre 7800 XT. Et en l'occurrence, j'ai bien réfléchi à tout ça, mais quel composant tu veux qu'on baisse? Le SSD, c'est pas possible de le baisser, on est sur un des SSD les moins chers et les plus performants. Si on passe en dessous, on n'aura clairement pas les mêmes performances et ce sera pas intéressant. Au niveau de l'alimentation, on est déjà au minimum de ce qu'on peut faire, hein, clairement, une alimentation non modulaire avec une certification, c'est le minimum syndical qu'on pourrait avoir, donc on peut pas baisser davantage. Je pense qu'on aurait pu baisser la carte mère et ça nous aurait permis de gratter quoi, 50 €, mais au prix de certains sacrifices. Déjà au prix de certaines générations de SSD qui ne seraient pas compatibles avec tous les connecteurs de la carte mère, au prix de certains étages d'alimentation manquants et surtout donc d'optimisation de nos composants manquants. Et ouais, si on baisse un petit peu la qualité de notre carte mère, de surcroît, notre processeur ne va pas aller aussi bien qu'il ne l'est actuellement. Donc du coup, c'est un petit peu prendre des performances à un endroit pour les remettre ailleurs et clairement, ça n'a aucun intérêt. Il y en a beaucoup qui m'ont aussi parlé des outils télémétriques qui sont trop gadgets et qui auraient pu être complètement occultés pour récupérer un peu du budget. Comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau du water cooling, ça a pas coûté plus cher. En ce qui concerne le boîtier, ça a dû rajouter quoi, 10-15 € grand maximum par rapport au boîtier initial. Donc je pense pas que ce soit ça qui va nous permettre d'avoir une carte graphique bien meilleure. Et c'est là où je voudrais en venir. En réalité, pour toutes les autres personnes qui m'ont dit que pour 1300 € ils pouvaient faire mieux, ne vous dites pas que le processeur et la carte graphique sont les composants principaux de votre PC. Si le processeur et la carte graphique n'ont pas les moyens de tourner correctement avec les autres composants, ça sert à rien de les avoir. Vous pouvez très bien avoir un i9, si votre carte mère elle est rincée, et il tournera aussi bien qu'un Intel Core i5 tout simplement. Donc pour le coup, l'intérêt c'est pas de chercher à avoir la meilleure carte graphique, la plus performante, mais c'est de pouvoir avoir une carte graphique suffisamment performante et de pouvoir la faire tourner dignement. Et là pour le coup, c'est clairement le cas avec ce genre de configuration, elle est complètement optimisée et on l'a vu complètement stable au niveau de ses fréquences, ses températures, etc. Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous retrouve une prochaine fois les amis. Salut!